Yojiri est un rat de laboratoire qui débloque une compétence de mort instantanée, mais se retrouve téléporté dans un monde gouverné par des sages maléfiques. Cependant, lorsqu'il se rend compte qu'il doit vaincre des dieux obscurs pour rentrer chez lui, il utilise sa compétence pour draguer une fille complètement cinglée, qui l'aide à éclater ses ennemis pendant la journée, tandis qu'il profite de ses faveurs la nuit. Avant cela, Yojiri est en sortie scolaire lorsque son bus est soudainement téléporté dans un autre monde. À ce moment-là, une fille monte dans le bus et se présente comme la sage Shion. Quand le professeur essaie d'intervenir, elle le tue sur le champ. Elle leur dit alors de se concentrer sur ce qu'elle a à dire, sinon ils finiront comme lui, mais elle mange quand même le chauffeur du bus. Parce qu'il n'est pas important pour l'intrigue, c'est un monde cruel dans lequel nous vivons. Après cela, elle explique aux élèves qu'elle les a amenés ici en tant que nouveaux candidats sages, car ce monde est gouverné par des sages et qu'elle souhaite renouveler leur rang. Elle lance ensuite un sort qui accorde à chacun des pouvoirs spéciaux, sauf à quelques candidats jugés inadaptés, puis leur confie une mission, tuer un dragon. Les élèves commencent à se préparer à une attaque imminente, mais Yojiri, qui n'a pas reçu de nouveaux pouvoirs, dort comme un loir, totalement insouciant. Pendant ce temps, les autres choisissent un gars nommé Yagami comme chef, et ils décident d'utiliser les plus faibles comme appât en les enfermant dans le bus. Peu après, le dragon apparaît et élimine certains des plus faibles. La dernière fille, nommée Tomo, réveille Yojiri et il voit que tout le monde autour de lui est mort. Quand le dragon s'approche d'eux, Tomo panique, mais Yojiri parvient à l'exécuter sans bouger le moindre doigt. Tomo lui demande comment il a fait. Mais Yojiri ment en disant que le dragon est mort tout seul. Après qu'il se soit avancé, il voit 3 de leurs camarades de classe voler vers eux, et Yojiri se demande s'il devrait les éliminer, puisqu'ils l'ont pratiquement laissé ici pour mourir. Quand les gars atterrissent, ils demandent à Momo de venir avec eux, parce qu'ils ont désespérément besoin d'une gâterie, et leur chef utilise même une énorme boule de feu pour lui faire taire. Cependant, Yojiri devient soudain très sérieux et lui dit de mourir, ce qui le fait tomber raide mort. Il fait ensuite la même chose avec le deuxième gars avant d'expliquer qu'il possède une compétence appelée mort instantanée. Ce qui fait de lui un Yojiri version bas de gamme. Il demande alors au dernier gars, Dem, pourquoi ils agissaient comme des idiots, et celui-ci lui répond que c'est parce qu'ils sont déjà venus dans ce monde une fois auparavant. Les 3 ont été invoqués pour vaincre le Seigneur Démon, et une fois leur mission accomplie, ils ont été renvoyés dans leur monde d'origine. Il révèle aussi que, même s'ils vivent ici pendant 1 an, seules quelques heures se sont écoulées dans leur monde d'origine. Yojiri décide de l'éliminer lui aussi, mais il le supplie de l'épargner, allant jusqu'à se mettre un collier d'esclaves autour du cou pour pouvoir toujours obéir à Yojiri. Cependant, Démon est encore plus inutile que Sakura, alors Yojiri lui dit d'attendre près de la forêt magique. Il lui dit aussi de vider tout son inventaire, alors le fasto les laisse avec plus d'argent que ce que vous, les fauchés, avez jamais vu. Ensuite, il dit à Tomo de ne faire confiance à personne, mais quand elle lui demande pourquoi il lui fait confiance à elle, il répond que c'est parce qu'elle a de jolis, doux melons, ce qui l'a fait complètement péter un câble. Pendant ce temps, Shion est en train de se détendre dans ses quartiers privés quand son assistante Yuichi arrive et lui fait un rapport sur la mission. Il lui dit que 2 membres de rang ont aussi été tués lors de la mission, et il s'inquiète que quelqu'un utilise de la magie de mort instantanée. Shion n'est pas vraiment dérangé par ça, et lui dit de gérer ça elle-même avant de retourner caresser son chat. Plus tard, Tomo et Yojiri arrivent sur une version low cost de l'île du paradis, et quand Tomo voit les gardes fermer les portes, elle se précipite vers eux pour se rendre compte qu'ils parlent une langue différente. Il rencontre bientôt un gars nommé Masayuki qui parle leur langue, et il lui explique qu'ils ont été séparés de leur groupe. Masayuki leur dit qu'il prend habituellement des frais d'entrée à tout le monde. Mais les supérieurs lui ont dit de ne pas interférer avec les candidats sages. Cependant, cela signifie aussi qu'il ne les aidera pas à rattraper leur groupe. Du coup, le duo décide de filer en douce. Au passage, le gars demande à Tomo si elle veut jouer avec ses noix. Et Tomo est tellement horrifiée qu'elle attrape la main de Yojiri et s'enfuit en courant. Plus tard, elle avoue à Yojiri qu'elle avait peur qu'il tue Masayuki. Mais Yojiri lui dit calmement qu'il n'est pas un meurtrier fou. En regardant autour d'eux, il remarque toutes sortes de gens, y compris des demi-humains et des elfes. C'est alors qu'une fille chat nommée Masayuki arrive et leur propose de leur faire visiter gratuitement. Yojiri demande ce qu'elle y gagne, et elle répond qu'elle essaie de se faire draguer par des candidats sages. Cependant, elle suppose que Tomo sort avec Yojiri, alors elle promet de tenir sa bande à l'écart de lui. Ce soir-là, alors que Tomo revient des courses, Masayuki amène une bande de voyous, et Yojiri comprend qu'ils vont se faire braquer.
Leur chef explique en plus qu'ils s'en prennent aux candidats sages sans pouvoir, parce que ceux qui sont forts sont trop difficiles à gérer pour eux. Tomo avertit rapidement Mayor de reculer, insistant sur le fait que Yojiri est bien plus fort qu'il n'en a l'air, mais elle ne fait que se moquer d'eux parce qu'ils sont impuissants. Avant que le groupe ne puisse attaquer, Yojiri élimine tranquillement tous ceux qui se trouvent derrière lui, puis il se tourne vers ceux qui sont devant, testant s'il peut leur laisser la vie sauve en ne visant que certaines parties du corps. Bien que l'expérience fonctionne, il décide rapidement qu'il n'aime pas voir les gens souffrir. Admettant que la torture, ce n'est pas son truc. Alors que ses alliés tombent un à un, Marayu fond en larmes, alors il la laisse partir. Avant que lui et Tomo ne puissent partir, la capitaine de la garde Adèle et ses hommes leur barrent la route. Quand elle demande ce qui s'est passé, Yojiri fait semblant de ne pas savoir, mais Edo le démasque et avoue qu'elle a tout vu. Tomo exige de savoir pourquoi elle n'est pas intervenue, et Edo explique qu'elle suivait le chef du groupe. Alors que l'usage des oins est évoqué, Yojiri écoute pendant que Torji ajoute que ni lui ni Tomo n'ont de pouvoir, ce qui fait d'eux des suspects peu probables. Frustré, Edo s'en va, tandis que Yojiri demande à George de les aider à trouver un endroit où se reposer. À la réception, Yojiri demande à Tomo si elle voudrait partager une chambre, mais elle n'est pas encore prête à réserver sa suite de première fois, alors elle refuse. Plus tard, elle s'installe dans une grande chambre avec un lit double, mais être séparée de Yojiri ne fait que la faire penser encore plus à lui. Elle se demande s'il a envie de goûter à son biscuit, puisqu'il a proposé de partager une chambre, et elle se rappelle aussi comment il a dit que ses melons étaient bien rebondis. C'est alors qu'elle voit un fantôme dans sa chambre et pousse un cri, pour se rendre compte qu'il ressemble beaucoup à sa sœur. Le fantôme se présente sous le nom de Momo. Et après avoir un peu bavardé, elle révèle qu'elle est venue ici en tant qu'ange gardien. Tomo commence à la réprimander parce qu'elle était introuvable quand on avait le plus besoin d'elle. Mais Momo explique qu'elle s'est cachée parce qu'elle avait peur que Yojiri l'anéantisse. Tomo est choqué en réalisant que le pouvoir de Yojiri fonctionne aussi sur les esprits. Et Momo lui demande rapidement de le prévenir à l'avance pour qu'il ne soit pas pris au dépourvu. Momo explique alors que, puisqu'elle est elle-même un esprit, elle peut protéger Tomo des dangers surnaturels. Et que c'est la raison pour laquelle Tomo n'a jamais obtenu de pouvoir à elle. Tomo fait d'abord un caprice, mais Momo lui rappelle calmement que les pouvoirs s'accompagnent souvent d'un lourd tribut et qu'elle voulait seulement la protéger du danger. Curieuse, Tomo demande si tout le monde sans pouvoir a un gardien, mais Momo lui explique qu'elle est un cas rare à cause de son lien avec l'école de tir à l'arc Sakura. Momo promet de faire tout ce qu'elle peut pour ramener Tomo dans son monde d'origine, mais Tomo hésite car elle est devenue complètement dépendante de Yojiri. Voulant mieux la préparer, Momo passe toute l'année à enseigner à Tomo ses techniques secrètes d'arts martiaux. Le lendemain, Yojiri et Tomo rencontrent une femme nommée Celestina qui leur propose de les aider à retrouver leurs camarades de classe. En échange de quelques pièces d'or, elle marque leurs cartes, leur fournit des outils de traduction et leur remet même des billets de train pour la capitale royale. Avant leur départ, Yojiri lui demande d'investir tous leurs bijoux dans une entreprise, ce qui surprend Tomo par son assurance tranquille. Dans le train, Yojiri joue tranquillement à son jeu tandis que Momo plane près de Tomo, qui s'énerve et lui dit de déranger Yojiri à la place. Momo refuse. Inquiet de ce qu'il pourrait faire s'il la remarquait, Yojiri dit alors avec désinvolture qu'il la voit déjà. Il demande ensuite à Tomo de s'asseoir à côté de lui, et au moment où elle le fait, il la plaque soudainement au sol. Déconcerté, Tomo lève les yeux et se rend compte que tout le toit du train a disparu. Yojiri apprend qu'un héros combat un agresseur venu d'un autre monde à proximité, et Tomo aperçoit le guerrier blond en train de se battre contre un robot géant. Elle demande nonchalamment à Yojiri de les éliminer puisqu'ils gênent le passage. Mais il lui rappelle qu'ils ne peuvent pas simplement éliminer tout ce qui les dérange, ce qui la met mal à l'aise. Leur conversation est interrompue lorsque le combat se rapproche, et le héros Santro s'en prend à des civils innocents sous le coup de la frustration. Yojiri demande à Santro pourquoi il attaque les gens, mais Santro commence à fanfaronner sur sa supériorité, alors Yojiri le corrige. Le robot voit Santro mourir et explique aussitôt qu'il n'est pas un ennemi, et que s'il le laisse partir, il leur accordera un vœu. Yojiri accepte et demande comment il peut retourner dans son monde. Le robot lui répond alors qu'il aura besoin de coordonnées et d'une quantité d'énergie colossale pour y parvenir. Pendant ce temps, Adèle et George interrogent un homme rendu aveugle par le pouvoir de Yojiri. Mais rien ne semble pouvoir le guérir. Leur chef, Lan, essaie même de le transformer en vampire.
Pourtant, il reste aveugle. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, un héros fait irruption dans leur planque, prêt à se battre. L'autre héros, nommé Yan, attaque Lan. Mais elle encaisse son attaque, ce qui pousse le héros à se déchaîner. Même après une énorme explosion, Lan semble indemne, et révèle qu'elle est en réalité immortelle. Elle jette ensuite Yan du balcon et ordonne à Adele et George de partir à la recherche de Yojiri. Peu après, ils aperçoivent le train et remarquent Santro gisant mort à proximité. Lorsque Lan en parle à Shion, celle-ci suppose que Yojiri doit posséder une arme de mort instantanée car il n'est pas assez fort pour vaincre un héros. Lors de leur réunion, Lan convoque un sage nommé Masayuki et lui demande de récupérer le cadavre immortel et de lancer une opération sur Ansabusa. Pendant ce temps, alors que Tomo et Yojiri se reposent pour la nuit, Tomo revient avec une arme futuriste capable de changer de forme et la remet à Tomo. Le lendemain, Yojiri et Tomo arrivent dans la ville de Hansasuba et Tomo fait remarquer qu'elle ressemble à une ville japonaise. Elle remarque alors que Yojiri a l'air abattu car il finit toujours par éliminer définitivement toute personne qu'il attaque. Lorsqu'il dit qu'il a éliminé tous les démons et voyous qui les poursuivaient, Tomo se rend compte qu'il se fatigue lorsqu'il utilise ses pouvoirs. En parcourant la ville, il repère un hôtel de grande hauteur que Celestina avait indiqué sur leur carte. En entrant, il tombe sur leur camarade de classe Yuki qui explique s'être séparé des autres et avoir commencé sa propre quête. Le 4D peut donner plus d'explications. Sa piètre Erika débarque et lui demande sévèrement pourquoi il se rapproche d'autres filles. Erika fait partie de la liste des méchantes que Yuki saute chaque nuit, avec Stéphanie, Chelsea, Euphemia et Risa, toutes prêtes à leur sauter dessus. Yojiri chuchote à l'oreille de Tomo que Yuki a été laissé derrière, comme le reste d'entre eux, et qu'il a dû acquérir un pouvoir spécial qui lui a donné 28 cm dans le camion. Cependant, Tomo révèle qu'il a toujours été arrogant et populaire auprès des filles. Yuki invite alors Tomo à rejoindre son harem. Mais comme elle est avec Yojiri, Yuki propose de l'accepter comme serviteur, vu qu'il est un idiot sans la moindre idée. Yojiri conclut qu'il n'a même pas envie de jouer avec lui, mais Yuki affirme avec assurance qu'il fait partie de la classe des sages les plus puissants. Il révèle ensuite que, lorsqu'il est arrivé ici pour la première fois, toute la ville lui a organisé une fête, et c'est à ce moment-là que leur camarade de classe Orudo l'a approché. Il a dit à Yuki que, puisqu'il appartenait à la classe des sages les plus puissants, tout le monde l'évitait, alors il devrait se trouver des serviteurs de niveau 1. Chaque fois que ces serviteurs battaient quelqu'un en combat, Yuki recevait toute leur expérience et devenait plus fort. Yuki lui a demandé comment il savait tout cela et il a révélé que son rôle de consultant lui permettait de repérer les capacités cachées chez n'importe qui. Quand Yuki lui a demandé pourquoi il l'aidait, Orudo a répondu qu'il voulait simplement s'assurer que l'un d'entre eux devienne un sage afin qu'il ne soit pas transformé en bétail. Et c'est ainsi que Yuki peut devenir plus fort sans jamais l'avoir à se battre contre qui que ce soit. Il défie alors Yojiri en duel, mais Tomo refuse immédiatement à sa place, parce qu'elle ne veut pas qu'il meure. Yuki décide alors de partir, et comme il a beaucoup de serviteurs, Yojiri dit à Tomo qu'elle sera plus en sécurité avec lui. Cependant, Tomo se fâche en entendant cela, alors il s'excuse. Quelques jours plus tard, Tomo est enfermé dans sa chambre, se demandant quand ils partiront, et Momo lui dit que Yojiri dort encore. Elle demande à Momo d'aller prendre de ses nouvelles, mais Momo refuse car elle a encore peur de lui. Pendant ce temps, Lan affronte un agresseur nommé Dark et ses pouvoirs commencent à se répandre dans la ville. Peu après, le raid des cadavres immortels envahit la ville avec Masayuki comme chef. Et alors que la ville sombre dans le chaos, Tomo tire les rideaux parce qu'elle est trop indifférente pour s'en soucier. Cependant, Momo lui dit que quelqu'un les observe en secret avec de mauvaises intentions, mais qu'il a utilisé une technique pour dissimuler son corps. Tomo décide d'appeler Yojiri pour le réveiller. Mais Yojiri dort profondément, rêvant de son enfance. Après s'être réveillé, il rejoint l'appel et voit Erika animée d'une intention meurtrière envers Momo. Il l'élimine immédiatement avec sa magie de mort instantanée, avant d'entrer dans la chambre de Tomo. Là, il appelle le personnel de l'hôtel pour leur signaler qu'une femme s'est effondrée sur le sol afin qu'ils ne le soupçonnent pas plus tard. Tomo révèle à Yojiri qu'Erika fait partie des filles de Yuki, alors il décide de filer avant qu'il n'arrive. Pendant ce temps, alors que le signal d'Erika disparaît du système de Yuki, celui-ci est attaqué par un démon de haut niveau, mais il le vainc facilement et en fait son serviteur. Il demande alors au démon jusqu'où vont ses ruines, et celui-ci lui répond qu'elles descendent jusqu'aux 150 étages. Il envoie ensuite le démon descendre et rassembler plus de serviteurs pour lui avant de s'occuper du cas Erika. En consultant ses journaux, il voit qu'elle a été prise par surprise par quelqu'un, et Euphemia dit que c'est difficile à croire car Erika était une tueuse à gages. Elle explique en plus qu'Erika a peut-être été à l'hôtel pour capturer ou éliminer Tomo, mais comme elle a échoué, Tomo est peut-être déjà en fuite. Yuki sait que Tomo a un 3 Goat 6000, alors il décide d'envoyer Risa et Chelsea à sa poursuite avant qu'elle ne s'échappe.
Pendant ce temps, l'âne se bat toujours contre les ténèbres, mais quoi qu'elle fasse, ses attaques sont inutiles et il continue d'avancer vers la ville. À l'hôtel, Yojiri et Tomo tombent sur Risa, qui les fige immédiatement dans la glace, révélant qu'elle est en mission pour amener Tomo à son maître, Yuki. Yojiri utilise sa magie de mort sur la glace pour s'en libérer facilement, et lorsque Risa réessaie, il fait la même chose à sa baguette. Il lui demande alors si elle cache d'autres baguettes, et Risa en sort une de ses melons. Yojiri lui demande alors si elle est seule ici, et Risa répond que tous les autres membres de leur groupe sont à la poursuite de Tomo. À ce moment-là, une silhouette sombre les attaque soudainement, mais Tomo réagit rapidement et la met à terre. Yojiri se demande comment elle est devenue si forte, et Momo dit que leur entraînement a enfin porté ses fruits. La silhouette s'avère être une poupée contrôlée par Chelsea, et il lève les yeux pour voir plusieurs autres poupées prêtes à les attaquer. Risa essaie de sortir une autre arme secrète dans le chaos, mais Yojiri la neutralise rapidement. Lorsque les poupées les attaquent, il les bête également avant de se diriger vers Chelsea, qui est en fait une adorable petite poupée elle-même, suppliant qu'on lui laisse la vie sauve. En échange, il décide de leur donner des informations sur Yuki, alors il envoie des insectes sous son contrôle pour les espionner. Les éliminer serait trop compliqué pour Yojiri, alors il décide simplement de quitter l'hôtel. Pendant ce temps, Euphemia conseille à Yuki de ne pas se faire d'ennemis avec quelqu'un capable d'exécuter n'importe qui sur commande. Mais sa fierté prend le dessus et il refuse d'écouter. Il ordonne alors aux insectes de les attaquer. Mais Yojiri utilise leur aura meurtrière pour localiser Yuki. Cela lui permet d'éliminer Yuki sans même le voir, rendant son pouvoir encore plus redoutable qu'il ne le pensait au départ. Avec les insectes libérés de l'emprise de Yuki, Tomo demande à Yojiri s'il va les écraser. Mais il répond qu'il ne mettra pas fin à une vie simplement parce qu'elle est désagréable. Pendant ce temps, puisque Yuki est mort, Euphemia est libérée de son contrôle et décide de filer en douce. En sortant des ruines, elle aperçoit l'âne flottant devant et une immense obscurité derrière, se dirigeant vers la ville. L'âne utilise alors un sort de charme sur elle avant de la transformer en vampire, afin qu'elle puisse apprendre comment Yojiri a vaincu Yuki. D'un autre côté, Yojiri et Tomo sont prêts à quitter la ville mais se retrouvent face à une armée entière de zombies alors que la ville sombre dans le chaos. Tomo se demande s'il devrait aider, mais Yojiri pense qu'il vaut mieux simplement partir. Alors qu'il s'apprête à partir, Masayuki rencontre le maire, Ryota, et lui révèle qu'il est là sur ordre de l'âne. Une fois que Ryota lui remet la clé de la ville, Masayuki met fin à l'attaque des zombies et annonce aux citoyens qu'il recherche Yojiri et Tomo. Il affiche leurs photos à toute la ville et exige qu'on lui amène ces deux-là sur la place centrale dans 1 heure. S'ils ne le font pas, toute la ville finira comme dans High School of the Dead, puisque tout le monde est désormais à leur poursuite. Yojiri et Tomo se cachent dans une ruelle et se demandent pourquoi ils sont devenus des cibles. Yojiri se souvient alors qu'il a éliminé Santro et que cela doit être la raison pour laquelle on le recherche. À ce moment-là, ils sont repérés par quelques citoyens et quand l'un d'eux saute sur Yojiri, il le neutralise immédiatement. Quand les autres s'enfuient, Yojiri comprend que ces gens l'attaquent pour sauver leur propre vie. Alors, pour éviter de leur faire du mal, il se demande s'il ne devrait pas aller directement vers la place. Peu après, il croise Masayuki devant la place, qui se moque d'eux parce qu'ils se sont présentés d'eux-mêmes. Masayuki, casque sur la tête, s'amuse à les provoquer, mais Yojiri lui dit calmement qu'il veut simplement prendre le train pour la capitale royale. Cependant, Masayuki a dressé une barrière autour de la ville pour que personne ne puisse partir, et il refuse d'accéder aux demandes de Yojiri. Yojiri dit tranquillement qu'il le laissera en vie s'il enlève la barrière, mais cela ne fait qu'énerver encore plus Masayuki. Il lance alors son armée contre les morts-vivants, car il pense que Yojiri ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. Cependant, Yojiri parvient à les éliminer sans aucun problème, et lui-même ne comprend pas comment cela fonctionne. Fatigué de ses bêtises, Masayuki commence à se transformer en loup-garou, mais Yojiri pense qu'il s'agit des raids Yojiri et le tue en pleine transformation. Tomo le gronde pour avoir enfreint la règle d'or de l'anime, mais il est trop désinvolte pour s'en soucier. Comme ils ont toujours le problème de la barrière, le duo se tourne vers le maire Ryota, qui est terrifié pour sa vie et supplie qu'on lui laisse la vie sauve. Il jure qu'il n'a rien à voir avec l'attaque, et Ling avait ordonné à Masayuki de les traquer. Quand ils apprennent que Ling est aussi une sage, Tomo se lance dans une tirade sur la façon dont Shion les a amenés ici et a essayé de les éliminer. Et maintenant, Ling fait exactement la même chose. C'est alors que Momo fait remarquer qu'elle sent une aura meurtrière venir de toutes les directions et il regarde autour d'eux pour voir des citoyens sous contrôle mental les fixer comme des partisans de Trump. Ryota récupère rapidement la clé de la vie sur le cadavre de Masayuki pour former une barrière. Mais la clé ne fonctionne pas. Il s'avère que l'âne maintient la barrière toute seule et Euphemia la prévient de ne pas se faire l'ennemi de Yojiri. L'âne sait qu'Euphemia lui est désormais totalement loyale et ne lui mentira pas, ce qui signifie que Yojiri pourrait aussi avoir le pouvoir de la faire disparaître.
De retour en ville, les citoyens chargent vers Yojiri avec des armes et il est forcé de les neutraliser au grand effroi de Ryota. Pendant ce temps, Lan décide d'utiliser le jutsu des clones d'ombre pour augmenter ses chances de mettre fin à Yojiri. Peu après, l'obscurité atteint la ville et alors que Yojiri est distrait par celle-ci, Lan remarque que, puisque ses clones n'ont aucune intention meurtrière envers lui, Yojiri ne peut pas la repérer comme il l'a fait avec Yuki. Elle ordonne alors à ses clones de bombarder la ville dès que l'obscurité se dissipe et tout ce qui suivra sera simplement considéré comme une catastrophe naturelle. Pendant ce temps, Tomo demande à Yojiri d'abattre le monstre et dès qu'il s'exécute, les clones attaquent la ville. Yojiri dit à tout le monde de baisser la tête et une fois que les missiles cessent, il se retrouve la tête coincée entre les airbags de Tomo. Lorsqu'il se relève, Tomo l'informe que plusieurs femmes en robe rouge se dirigent vers eux et Ryota révèle qu'il s'agit de Lan. Tomo demande à Yojiri s'il peut neutraliser la vraie Lan, mais il répond qu'elle ne l'attaque pas directement, donc il ne peut pas détecter ses intentions. Tomo demande alors à Ryota combien de Lan il y a et il révèle que l'original s'est simplement dupliqué pour se fondre dans la masse. Yojiri dit qu'il pourrait avoir un plan, mais cela nécessite que Lan l'attaque directement. Ryota sort une carte en temps réel de sa ville et révèle qu'il y a un schéma dans les attaques de Lan. Et elle n'attaque jamais 2 fois au même endroit. Cela leur permet de prédire l'emplacement de la prochaine attaque, alors Ryota décide d'y aller seul. Cependant, Ryota dit qu'il peut les téléporter là-bas et Tomo précise qu'elle a une vue perçante qui les aidera à repérer Lan de loin. Ainsi, ils se téléportent tous sur le prochain site potentiel de bombe et dès qu'ils voient une attaque arriver, Yojiri reprend la main de Tomo et encaisse le coup. Cela lui permet de suivre la copie de Lan et de l'éliminer, tandis que Momo utilise un sort pour les protéger de l'attaque. Elle tend ensuite un parchemin à Tomo, révélant qu'elle l'a obtenu d'un agresseur et qu'il a le pouvoir de se transformer en bouclier. Peu après, des centaines de copies de Lan tombent comme des mouches, et la Lan originale réalise qu'elles sont toutes mortes, car elles ont été créées de la même manière. À ce moment-là, Lan sent le sort de Yojiri sur elle et comprend qu'il a d'une façon ou d'une autre retrouvé son corps d'origine. Juste avant de mourir, elle dit quelque chose à propos de sauver une fille, et ailleurs, une pièce mystérieuse s'illumine. Une fille se réveille dans un cercueil et voit un cristal dans sa main. Ce cristal diffuse un message enregistré de Lan, lui expliquant qu'elle est une copie d'elle, mais avec ses propres pensées et sa propre conscience, ce qui fait d'elle une personne à part entière. Elle mérite pas non plus des souvenirs de Lan, et de cette façon, elle sera protégée des attaques de Yojiri. Pendant ce temps, Tomo remercie Ryota pour son aide dans le sauvetage de la ville. Après quoi, elle prend la jeep militaire de Masayuki et se dirige vers la capitale. Pendant ce temps, au camp des étudiants, une candidate sage samouraï, Ryota, tranche des monstres pendant que ses Powerpuff Girls l'encouragent en arrière-plan. Plus tard, elle retrouve une camarade de classe nommée Carole qui lui rend son téléphone avant de lui expliquer qu'elle l'avait emprunté pour vérifier si son outil de surveillance de Yojiri fonctionnait ou non. Lorsque Ryota lui demande qui elle est, Carole répond qu'elle est une ninja américaine et que son organisation, appelée l'Agence, a créé un satellite pour le surveiller. Mais ça ne fonctionne pas ici. D'un autre côté, Tomo conduit à peine la Jeep à travers les montagnes rocheuses pendant que Yogi dort. Il rêve du moment où Asaka a signé pour la première fois un contrat avec l'Institut et elle a lu qu'elle pouvait aussi mourir en travaillant. Elle voulait partir, mais l'intervieweuse s'appelait Yuki. Ils ont tendance à rester et lui ont dit qu'il travaillait pour l'amélioration de la société. En lui faisant visiter les lieux, Yuki lui a parlé du terme Alpha Omega, qui était le nom de code du sujet de test dont elle avait la charge. Il lui a également dit que le sujet de test pouvait éliminer n'importe qui à volonté, et Asaka a été immédiatement terrifiée car elle pensait qu'elle allait rencontrer un monstre. Lorsqu'elle a demandé pourquoi elle avait été choisie, Yuki lui a expliqué que, puisqu'elle était une enseignante remarquable, l'organisation voulait qu'elle fournisse une éducation afin d'empêcher le sujet de test d'anéantir toutes les formes de vie sur Terre. Finalement, il l'a emmenée jusqu'à une chambre forte et lui a remis un manuel d'instructions avant de la laisser. Asaka a utilisé sa carte pour ouvrir la chambre forte et est entrée dans un décor reconstitué avec une maison de style japonais au centre. S'attendant à trouver un monstre à l'intérieur, elle entra prudemment et fit coulisser la porte pour découvrir un jeune Yojiri assis seul. Elle se précipita aussitôt à l'intérieur, furieuse que l'Institut ait enfermé un garçon, alors elle le jeta dehors et lui dit d'aller prendre l'air. Yojiri était perplexe, mais il remarqua alors un monstre d'ombre qui rôdait derrière Asaka et l'élimina grâce à ses pouvoirs. Lorsqu'elle lui demanda pourquoi il y avait des monstres ici, Yojiri lui expliqua qu'il venait souvent ici pour en finir avec lui. Alors qu'elle se présentait au garçon, Yojiri lui dit qu'il avait faim. Elle décida donc de lui préparer à manger. Pendant qu'il mangeait, elle lui demanda comment sa mère l'appelait. Mais Yojiri ne savait même pas ce qu'était une mère. Asaka demanda alors si elle pouvait lui donner un nom. Et quand il accepta, elle lui donna le nom de Yojiri.
Quand Yojiri demanda s'il pouvait prendre son nom de famille, elle comprit qu'il la considérait comme de la famille. Alors elle accepta. Elle lui apprit ensuite comment saluer les autres. Et c'est ainsi qu'elle devint une figure maternelle dans sa vie. À présent, Tomo le réveille et lui dit qu'ils ne peuvent pas essayer la tête car un rocher bloque le passage. Yojiri dit qu'il veut retourner dans son monde d'origine et pour cela il doit rencontrer Shion qui se trouve dans la capitale. Cependant, comme la route est bloquée, il décide de prendre un autre chemin et de faire marche arrière pour finalement remarquer un dragon derrière eux. Tomo est paniqué, mais lorsque le dragon les attaque, Yojiri le fait tomber du haut de la falaise d'un air désinvolte, lui rappelant qu'ils ont l'armure du héros. C'est alors qu'elle remarque toute une horde de dragons qui foncent sur eux et quand ils attaquent, Yojiri les envoie tous au paradis. Cependant, il admet aussi qu'ils sont en tort d'avoir pénétré sur le territoire du dragon. C'est alors qu'un immense dragon doré apparaît et Tomo pense qu'ils sont fichus. Cependant, Yojiri se rend compte que le dragon ne leur veut aucun mal et peu après, il leur dit qu'ils peuvent passer avant de s'envoler. Cependant, Yojiri lui dit d'arrêter, sinon il subira le même sort que les autres. Le dragon prend alors la forme d'une fille nommée Attila et elle est terrifiée à l'idée de se faire éliminer. Yojiri lui demande pourquoi elle les a attaqués. Et elle répond qu'elle voulait voir s'il était digne de rencontrer le maître épéiste. Yojiri dit qu'ils ne connaissent aucun maître épéiste et qu'ils se dirigent vers la capitale royale. Cependant, lorsqu'elle dit que le maître épéiste est un rival des sages, Yojiri décide d'aller le voir pour savoir s'il a des informations sur la façon dont il pourrait rentrer chez eux. Attila les guide à travers la forêt et les emmène devant une foule d'épéistes, tous désireux de devenir le prochain maître. Un gars leur dit de déguerpir car ils ne sont pas dignes, mais le maître épéiste Ureb arrive et ordonne aux autres de se battre entre eux, jusqu'à ce qu'ils leur disent d'arrêter. Ils doivent réduire leur nombre d'au moins la moitié dans les 10 prochaines minutes, sinon ils échoueront tous à l'épreuve. Yojiri n'est pas intéressé et demande s'il peut partir, alors Ureb crée une nouvelle règle, si quelqu'un s'échappe, les autres échoueront. Au début du combat, les gens commencent à s'attaquer les uns les autres et un chevalier blanc nommé Rix s'avance pour protéger Yojiri et Tomo. Il pense qu'un vrai maître épéiste protège les innocents et pendant son discours, Yojiri remarque quelques mages qui essaient de l'éliminer. Il utilise ses pouvoirs pour les neutraliser. Et le chevalier suppose que son raid les a punis pour leur insolence. À ce moment-là, un garçon nommé Lionel commence à ramper vers Tomo et la supplie de lui donner la pierre de l'arc-en-ciel à ses pieds. Lorsqu'elle le fait, le corps du garçon est restauré et Ered demande alors aux autres d'arrêter et de le suivre. En chemin, Attila explique qu'ils peuvent devenir chevaliers divins en réussissant leurs épreuves. Un chevalier divin est une figure qui veille sur un dieu obscur qui a été scellé par le roi divin il y a 1000 ans. Tomo demande alors à Lionel ce qu'était cette pierre tout à l'heure et il répond que c'était une pierre d'excuse qu'il a reçue pour avoir un destin aussi terrible. La dernière fois, il a été sacrifié à une secte. Alors une déesse est apparue et lui a donné une pierre qu'elle peut utiliser pour guérir ou invoquer un objet porte-bonheur. Peu après, il traverse une barrière qui les emmène sur d'immenses plaines avec une tour gigantesque au centre. Dès qu'il entre, Momo ressent une aura terrible et protège Tomo contre celle-ci. Yojiri et Rick semblent aller bien, mais Lionel commence à vomir, alors il doit utiliser sa pierre d'excuse pour se soigner. Après la disparition de l'aura, il remarque qu'Attila n'est pas avec eux et Rick révèle qu'elle a dû être arrêtée par la barrière. Les combattants restants se dirigent alors vers la tour géante et prennent un ascenseur jusqu'au tas où Ureb leur montre ce qu'il appelle la fin du monde. Tomo utilise sa vue perçante pour apercevoir un homme en noir et une femme en blanc au centre d'une immense sphère d'énergie. Ils semblent tous les deux figés au même endroit et une épée les transperce tous les deux. Ureb leur explique que le temps s'écoule beaucoup plus lentement à l'intérieur de la barrière et qu'il faudra 1000 ans avant que toute attaque n'atteigne ceux qui s'y trouvent. Les participants apprennent alors qu'ils doivent atteindre le bas de cette tour en une journée pour réussir l'épreuve suivante. Mais Tomo pense que ce sera facile si Yojiri utilise simplement ses pouvoirs sur le dieu sombre. Cependant, il n'a aucune raison de lui faire du mal, donc ce plan tombe à l'eau. Elle remarque alors que Yojiri agit un peu bizarrement, et il lui murmure quelque chose à l'oreille qui la fait paniquer. Yojiri suggère alors qu'il parte immédiatement, mais une mage nommée Frederica arrête Lionel et lui demande de lui donner une de ses pierres arc-en-ciel. Cependant, quand il dit qu'elle ne fonctionne que sur lui, elle s'énerve et s'en va en marmonnant des absurdités comme une carène. Rick les informe alors que la tour est remplie de pièges, donc ils doivent avancer prudemment, mais Lionel tombe immédiatement dans l'un d'eux. Il décide alors d'en attacher une à sa main au cas où il recommencerait, et il entre aussitôt dans une pièce remplie de pièges. Quand Rick entre à son tour, il voit une chevalière nommée Teresa qui élimine tous ceux qui passent la porte. Quand il lui demande pourquoi elle participe alors qu'elle est déjà chevalière, elle répond qu'on lui a retiré son titre parce qu'elle s'est fait surprendre à regarder trop de vidéos de dons, alors maintenant elle essaie de le regagner.
Avant qu'il ne la trouve, Tomo le prévient qu'il y a un fil ultra fin tendu à travers la pièce. Puisque son secret est dévoilé, Teresa se donne à fond, à tel point que même quelqu'un d'aussi fort que Rick a du mal à tenir le coup tout seul. À la fin du chaos, Yojiri claque des doigts et l'achève en un instant. Ensuite, il aperçoit la main amputée de Lionel avec un cristal dedans et Tomo trouve l'autre moitié de son corps haletant de douleur. Plus tard, ils arrivent tous les quatre à un étage sûr, alors Yojiri propose qu'ils se séparent à partir d'ici. Rick accepte de partir de son côté. Et Lionel décide de passer la nuit ici parce que ses pierres magiques se rechargent après minuit. Yojiri décide aussi de se reposer, mais ils apprennent qu'il n'y a qu'une seule chambre disponible. Une fois à l'intérieur, Tomo lui dit de tenir son Johnny à l'écart parce que Momo les observe, mais Momo répond qu'elle peut se cacher dans les murs s'ils veulent s'envoyer en l'air. Pendant qu'ils discutent, Yojiri enfile son pyjama et s'endort en quelques secondes, laissant Tomo toute rouge. Pendant ce temps, Lionel reçoit son pierre arc-en-ciel à cause de tout ce qu'il a affronté aujourd'hui. Et il apprend aussi qu'il peut échanger ses pierres contre un objet ultra rare. Lorsqu'il lance l'échange, une blonde flippante avec des melons monstrueux apparaît et il se rend compte que cette meuf, c'est Vanado, la main déesse qu'il a envoyée dans ce monde avec les pierres d'excuses. Lionel s'attend à recevoir une petite gâterie, mais la déesse lui dit qu'elle est juste venue l'informer qu'elle a mis à jour son point de réapparition, ce qui veut dire qu'il apparaîtra ici à chaque fois qu'il mourra. Après son départ, Irab apprend que le nombre de morts dans la tour ne correspond pas au nombre d'âmes présentes, et Ered lui dit de ne pas s'inquiéter car la barrière éliminera de toute façon les âmes en trop. Il apprend aussi qu'il doit rassembler les âmes des défunts pour maintenir la barrière en place. Ailleurs, une assassine nommée Aoi traverse les champs en courant lorsqu'elle est attaquée par un homme. Elle utilise son œil magique pour découvrir que sa cible est Rikuto. Mais avant même d'écouter ce qu'elle a à dire, il recommence à l'attaquer. Cependant, Aoi neutralise facilement sa magie, ce qui le pousse à dégainer son épée. Avant qu'il ne frappe, Aoi se déplace derrière lui. Il l'achève avec sa dague. À ce moment-là, elle reçoit des informations sur ses prochaines cibles qui se trouvent être Yojiri et Tomo. Agacée de devoir s'occuper de candidats sages, elle passe à sa prochaine mission, mais pas avant qu'un idiot ne se mette à courir après elle. Il se présente sous le nom de démon, révélant qu'il est un guérisseur qui a été réduit en esclavage par Yojiri avant que Rikuto ne le libère. Cependant, puisque Rikuto est maintenant mort, il veut qu'Aoi l'accepte comme serviteur. Le lendemain, Tomo se réveille pour ne trouver que Yojiri, endormi le visage enfoui dans ses pompons. Après l'avoir repoussé, elle remarque que Momo est à moitié coincée dans le mur et Momo explique qu'elle voulait leur laisser un peu d'intimité. Cependant, elle est devenue curieuse et a commencé à espionner. Et maintenant, elle est à moitié coincée dans le mur. Elle explique aussi que la tour recueille les âmes de tous ceux qui sont morts ici et qu'il y a une forte aspiration dans les murs. Alors que Tomo est de plus en plus absorbé, Yojiri se réveille et remonte la magie jusqu'à son lanceur, ce qui lui permet d'arrêter le lanceur et de libérer Tomo. Alors que Tomo se demande pourquoi il rassemble des âmes, Yojiri dit à Tomo de s'endurcir car il éliminera tous ceux qui se mettront en travers de leur chemin. Il explique aussi qu'il évite généralement les victimes, mais que tout le monde ici est prêt à risquer sa vie. Donc il ne reculera pas cette fois. Tomo lui dit qu'elle a déjà des nerfs d'acier et qu'ils sont ensemble dans cette histoire, et pour une raison inconnue, cela provoque chez Yelgiri une drôle de sensation dans son petit chion. Voulant cacher ses rougeurs, il se retourne et dit à Tomo de commander à manger, sinon il risque de finir par dévorer son biscuit. Pendant ce temps, Aigrekui est en route vers Ransasuba. À ce moment-là, un autre dragon doré les attaque, mais Aigrekui se contente de dire qu'un dragon de cette taille ne devrait pas pouvoir voler, ce qui le fait chuter. Elle révèle alors que son pouvoir lui permet de modifier n'importe quel phénomène naturel à sa guise. Le démon dit que c'est comme jouer à Minecraft avec des blocs de commande, mais elle révèle que son pouvoir devient inutile contre ceux qui ont des statistiques de chance élevées. Le dragon grimpe la montagne pour les attaquer à nouveau, mais quelque chose le tranche en deux, et Aigrekui le reconnaît comme étant l'agresseur, Hedgehog. Après avoir recueilli des informations, Hedgehog s'envole, mais Aigrekui remarque qu'il se dirige vers une grande tour. Elle pense qu'elle trouvera Yojiri là-bas, mais le démon ne veut pas le revoir. Ce qui la pousse à traîner ses grosses joues à travers les montagnes. Pendant ce temps, Yojiri et Tomo traversent les pièges sans difficulté grâce à ses pouvoirs de mort instantanée, mais ils tombent sur un sorcier en armure dorée nommé Iglesia, qui se trouve être le créateur de cette tour. Yojiri dit qu'il veut juste partir, mais l'homme répond que c'est impossible car cette tour a été construite dans le seul but de récolter des âmes et de les utiliser pour maintenir le sceau qui retient le dieu sombre. Yojiri promet de ne plus détruire de pièges s'il les laisse sortir, mais Iglesia le juge trop dangereux et décide de l'éliminer. Avant qu'il ne puisse dire un mot, Yojiri le tue sur le champ et dit à Tomo d'avancer. Pendant ce temps, Rick marque 100 points et arrive devant un mur de feu où Frederica aide aussi Lionel à marquer des points.
Une fois qu'il a assez de points, le mur de feu disparaît et Rick remarque que Lionel est maintenant bien équipé pour se battre. D'un autre côté, Yojiri et Tomo arrivent dans un colisée où deux épéistes s'affrontent. Un gros bonnet observe la scène depuis son trône, donnant des instructions à la femme de son camp pour qu'elle hausse le niveau. Cet homme s'appelle Masaki et il garde la sortie. Il dit alors à l'autre combattante d'arrêter de cacher sa véritable puissance, alors elle laisse tomber son déguisement et révèle qu'elle est une demi-démone nommée Theodosia. Alors que le combat reprend, Yojiri intervient et demande s'ils vont le laisser passer sans problème. Cependant, Masaki propose un duel. S'il parvient à battre ses filles, Shion Geralda et Ima, il les laissera partir indemnes. Masaki ordonne à ses sbires d'éliminer Yojiri, mais il les fait tomber raide mort instantanément, le laissant sous le choc. Yojiri et Tomo passent alors tranquillement devant lui en direction de la porte, et lorsqu'Asaka tente de les attaquer par surprise, Yojiri l'élimine lui aussi. Voyant la force de Yojiri à l'œuvre, Erisha s'incline devant lui et lui demande s'il pourrait l'aider pour quelque chose. Elle révèle qu'elle cherche sa petite sœur et le duo accepte de l'aider à la retrouver. Yojiri demande si elle a des indices et elle répond qu'elle peut sentir la présence de son peuple sous terre. Alors qu'ils atteignent le rez-de-chaussée, Urovi remarque que 17 guerriers ont réussi l'épreuve. Mais avant qu'il ne puisse s'adresser aux guerriers, son assistant arrive alors et lui annonce que la première barrière est sur le point de tomber et que la seconde est également instable. Ensuite, la tour est détruite et tout le monde voit la première barrière s'effondrer sous leurs yeux. Un garçon ailé fait alors son apparition et Uribe ordonne à tout le monde de l'attaquer. Profitant du chaos, Yobiri Tomo et Theodosia se faufilent sous terre pour chercher la sœur de Theodosia. Le garçon demande à Uribe comment détruire la seconde barrière. Mais lorsqu'il refuse de parler, il commence à éliminer les mages les uns après les autres. Frederica le frappe avec son attaque la plus puissante, mais le garçon l'absorbe sans effort. Un autre garçon apparaît et lui dit qu'elle n'est pas encore assez forte pour les vaincre. Il se présente alors comme Lutte, et le garçon ailé s'appelle Orgeant. Lorsque Frederica attaque à nouveau, Lutte attrape son bâton et le transforme en bonbon. Rick tente sa chance contre Lutte, mais aucune de ses attaques n'atteint sa cible. C'est alors que Lionel reçoit une notification concernant un objet spécial, alors il décide de tenter sa chance avec toutes ses pierres magiques. À Dionavel, la déesse des gros seins réapparaît, et contrairement à la dernière fois, elle décide de régler le problème elle-même. Cependant, Orgeant s'incline devant le respect absolu d'un Antoïde, tandis que Lutte se jette carrément dans ses bras. Déconcerté, Lionel lui demande ce qui se passe, pour apprendre qu'elle est en fait super amie avec Lutte et Orgeant. Pendant ce temps, Yojiri et Fi descendent les escaliers, mais ceux-ci semblent bouclés à l'infini. Tomo pense qu'il doit y avoir une barrière qui fausse le chemin, ce qui veut dire qu'il cache quelque chose. Juste, Theodosia perçoit de faibles traces magiques de son peuple. Alors, NMO demande à Yojiri de détruire la barrière. À ce moment-là, la barrière disparaît soudainement et s'ouvre sur un nouveau passage vers le bas. Tomo s'accroche aussitôt à Yojiri, terrifiée, car elle sent un monstre traverser son corps. Pendant ce temps, les Deja trouvent une porte tout en bas. Et lorsqu'elle entre, elle découvre plusieurs capsules où les âmes de son peuple sont récoltées pour maintenir la barrière. Voyant l'horreur sur son visage, Yojiri dit à Tomo de rester dehors car elle n'a pas le cœur à voir ça. Les Deja dit alors à Yojiri que sa sœur n'est pas ici. Mais voir son peuple dans cet état va lui causer un traumatisme dont elle ne se remettra pas avant des années. Finalement, Theodosia décide de mettre fin à leur souffrance, après quoi elle jure d'éliminer le maître d'épée pour venger son peuple. En surface, Oreb dit à Rick qu'au cas où il mourrait, il devra prendre sa place en tant que nouveau maître d'épée. Il conseille à Rick d'utiliser les pouvoirs stockés dans la tour et de les canaliser dans son épée. Lionel se sent comme un raté dans cette situation, mais il sait qu'il réapparaîtra simplement à la tour s'il meurt. Il demande alors une explication à Banado, et elle révèle que le dieu sombre Albagarm est son amant, parti en mission et jamais revenu, comme ton père. Elle a appris plus tard qu'il avait été scellé dans cette tour, et elle est venue pour le libérer. Comme Lionel a une malchance terrible, elle pensait que cela aiderait à lever la barrière, et son plan semblait fonctionner. Lutte l'informe alors que la seconde barrière est sur le point de tomber elle aussi, et Vanado s'amuse en apprenant que le créateur de la barrière est également mort. De plus, Masaki, qui représentait une grande menace pour le dieu sombre, est aussi mort, ce qui signifie que plus rien n'empêche Banado de ressusciter son bien-aimé. Elle sort alors le cœur de la barrière, mais avant de le détruire, Yojari et les autres atteignent la surface. Après la rupture du sceau, Banado se prépare pour une séance de plomberie. Mais le dieu sombre tombe immédiatement dans la rivière en contrebas, laissant tout le monde sous le choc. Il s'avère que Yojiri avait senti son aura maléfique avant le début de l'épreuve et l'a accidentellement éliminé. Et c'est ce qu'il a chuchoté à l'oreille de Tomo. La seconde suivante, la Dige tranche la gorge d'Uribe et avant même que quiconque puisse réagir, le hérisson agresseur revient et exécute Banado.
Lutz se précipite rapidement pour soigner Killer, et il parvient en fait à la ramener à la vie. Pendant ce temps, Orjan sort le dieu sombre Albagarm de la rivière, mais comme il ne réagit pas, il décide de lui offrir des sacrifices humains pour le ranimer. Une cohorte de démons apparaît juste après, mais Yelgiri utilise sa compétence de mort instantanée sur Orjan, éliminant toute une horde d'un coup. Pendant ce temps, Vanetta a complètement perdu la tête et attaque tout le monde à tout va. C'est alors qu'Aigrekui et Daemon arrivent à la tour. Ils traversent tranquillement les explosions jusqu'à ce qu'ils atteignent le roi divin et les autres. Elle leur demande s'ils savent quelque chose à propos de Yojiri, mais elle se rend vite compte que ce n'est pas le meilleur moment. Elle remarque aussi que Rick est déjà devenu un maître épéiste, alors elle lui conseille d'utiliser son épée sacrée car elle peut tuer Vaanato. Après sa mort, la poussière retombe et Ygreki aperçoit enfin Yojiri accompagné de ses 2 cheats. Elle utilise son œil d'évaluation pour vérifier ses niveaux de puissance, mais son système bug et elle tombe à genoux. Tout ce qu'elle voit dans son profil, c'est la fin de toutes les lignes temporelles et cela lui cause une telle horreur qu'elle en a la nausée. Elle comprend qu'elle ne peut pas blesser Yojiri, alors elle dit qu'elle est seulement venue ici pour qu'il puisse retrouver son camarade de classe Daemon. Quand Yojiri dit qu'il ne veut pas d'une balle rebondissante avec des jambes dans son équipe, elle s'excuse et détale aussitôt. Yojiri demande alors à Diamond ce qui est arrivé à son collier et il répond que son effet n'était que temporaire. Une fois que tout est rentré dans l'ordre, les survivants se rassemblent au même endroit. Rick demande alors à Theodisia pourquoi elle a exécuté son application. Elle répond qu'elle a simplement vengé son peuple, mais Rick veut quand même la punir pour ce qu'elle a fait. C'est alors que Yojiri intervient et propose à Rick de lui montrer ce qu'il y a dans le sous-sol. Rick pense que Yojiri ne devrait pas s'en mêler parce qu'il est faible, mais la divine reine elle-même prend sa défense, affirmant que c'est grâce à Yojiri s'ils sont tous encore en vie aujourd'hui. Ensuite, Theodisia dit qu'elle va partir à la recherche de sa sœur, Euphemia, qui était une servante fidèle de l'âne. Ensuite, Yojiri et Tomo partent pour la capitale et Rick leur donne un pendentif qui les aidera en cas de problème. Sur ce, tout le monde part de son côté, laissant Daemon derrière, et Shion apprend qu'Aoi a disparu et a échoué dans sa mission d'éliminer Yojiri. Pour obtenir plus d'informations sur lui, elle invoque quelqu'un du monde du Rib et il se trouve que l'homme est un scientifique de l'Institut. Dès son arrivée, Yojiri repère sa présence et utilise sa magie pour le faire exploser, laissant Shion sous le choc. Pendant ce temps, à l'intérieur du bus attaqué par le dragon, une élève nommée Asaka, qui avait été tuée auparavant, se réveille et entend plusieurs intelligences artificielles discuter en termes informatiques. En écoutant leur conversation, elle comprend qu'elle est morte et qu'elles l'ont ressuscitée sous forme de robot. Elle apprend également qu'elle a besoin d'une source d'énergie massive dans les 30 minutes, sinon elle mourra à nouveau. Elle sort donc du bus et commence à dévorer le dragon pour restaurer complètement son corps. D'un autre côté, Yojiri rêve du moment où Asaka lui a préparé un vrai repas, mais elle n'y connaissait absolument rien. Quand il s'est plaint, elle lui a dit d'avaler et de faire semblant que c'était bon, un peu comme ta mère le fait le samedi soir. Plus tard, elle a décidé de lui donner une éducation précoce, mais elle a vite été interrompue par un androïde à l'apparence humaine venu livrer des courses. Asaka lui a demandé d'apporter d'autres choses pour sa propre commodité et le robot a accepté de le faire. Un mois plus tard, Yukio était impressionné par ses progrès. Mais lorsqu'elle a demandé à ce qu'on l'aide, il a refusé car personne ne voulait prendre ce travail. Elle ne voulait pas rester enfermée avec Yojiri pendant des semaines, alors elle a exigé de pouvoir sortir. Mais quand Yukio lui a tendu ce gros chèque, elle a été plutôt tentée. Elle a alors fait valoir qu'elle ne pouvait même pas utiliser cet argent. Mais Yukio lui a dit qu'elle pouvait sortir quand elle voulait, ce dont elle n'était pas au courant. Elle a alors demandé qui cuisinerait pour Yojiri en son absence, et Yukio l'a informé que les robots avaient cuisiné pour lui avant son arrivée. En entendant cela, Asaka est partie en ville. Après avoir fait beaucoup de shopping, elle a passé la nuit dans un hôtel de luxe. Cependant, elle s'est ensuite réveillée en captivité et une voix lui a parlé par l'interphone. De retour dans la chambre forte, Yojiri a appris qu'Asaka était en vacances, ce qui l'a un peu attristé. Cependant, elle avait demandé au robot de lui amener un chien qu'il a appelé Nekori. Finalement, il décida de partir à sa recherche et demanda au robot comment trouver Asaka, et elle lui répondit qu'il devait ouvrir la porte de l'extérieur. Yojiri demanda alors aux opérateurs d'ouvrir la porte, et lorsqu'ils refusèrent, il les fit tomber raides morts. L'une d'elles était tellement terrifiée à l'idée de mourir qu'elle accepta d'ouvrir la porte, et Yojiri sortit tranquillement, demandant à Yukio des nouvelles d'Asaka. Il lui dit qu'elle était partie en vacances, et qu'elle ne reviendrait peut-être jamais, car l'agence l'avait emmenée. Yojiri demanda à Yukio pourquoi il ne l'aidait pas et quand il répondit qu'il était impuissant face aux supérieurs, Yojiri décida de l'aider lui-même. Peu après, Yojiri fit irruption dans l'agence, laissant des cadavres derrière lui alors qu'une alerte maximale retentissait.
Des forces spéciales lui avaient tendu un piège, mais il a perçu leur intention meurtrière et les a éliminés en un instant. Alors qu'Asaka entendait leurs cris à l'extérieur, une femme entra et la menaça avec une arme. C'est à ce moment-là que Yojiri entra dans la pièce, et alors qu'une femme enceinte était présente, Yojiri la neutralisa et tomba sur Agasaki. Il lui demanda alors de rentrer avec lui, et lorsqu'elle sortit de la pièce, elle fut horrifiée de voir des dizaines de soldats morts. Malgré cela, elle serra la main de Yojiri, lui assurant ainsi qu'elle ne le quitterait pas. Peu après, ils retournèrent à la salle des coffres, où Asaka demanda à Yukio ce qu'il comptait faire de Yojiri après avoir vu de quoi il était capable. Il lui dit qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire, alors ils allaient laisser passer, et qu'elle ne pouvait pas quitter Yojiri maintenant car il ne pourrait pas vivre sans elle. Asaka accepta de continuer avec le garçon pour l'instant, sachant qu'il bouleverserait le monde si quelque chose devait lui arriver. Elle retourna alors auprès de Yojiri pour jouer avec lui, mais paniqua car elle avait oublié le sac de son gosian, ce qui fit rire le garçon. À présent, Tomo regarde Yojiri dormir dans leur jeep et elle ressent de l'attirance pour lui. Alors qu'elle parle de ses sentiments avec Tomo, Yojiri finit par se réveiller et ils arrivent bientôt à la capitale royale où Tomo révèle qu'ils sont encerclés. Peu après, le chef de la sécurité, Torx, apparaît avec des dizaines de gardes et reconnaît que leur jeep appartient au cadavre immortel. Yojiri lui explique qu'il l'a obtenu du maire Yoko, mais Torx reste méfiant et décide de les évaluer. Il se rend compte qu'ils sont des candidats sages à divine, mais même cela ne dissipe pas ses doutes. Cependant, dès que Yojiri leur montre le pendentif que Rick leur a donné, ils s'inclinent tous, expliquant que cette amulette est gravée de l'emblème de la famille royale. À ce moment-là, David, le plus jeune de la famille royale, leur demande de montrer les épées divines qu'ils ont reçues du maître d'armes. Quand Yelgiri dit qu'il n'a pas reçu d'épée, David lui demande de prouver ses compétences lors d'un duel à l'épée. Tomo et Yelgiri convainquent Tomo d'affronter David en duel, lui promettant qu'ils la protégeront si les choses dégénèrent. Peu après, le duel commence et Tomo commence à agiter son couteau devant le visage de David, ce qui le déstabilise. Elle lance ensuite son couteau en l'air, se précipite rapidement derrière lui et l'assomme d'un seul coup dans le dos. Après avoir remporté le duel, Tomo et Yojiri sont autorisés à entrer dans le château et David leur explique que les murs sont protégés par un sortilège lancé par le grand mage Iglesia. Il leur propose alors de leur faire visiter la capitale et le duo remarque que toute la ville est remplie de guerriers jusqu'à ras-bord. David révèle que ces types viennent ici pour défier les enfers, un lieu situé sous la capitale où un dieu maléfique est scellé. Yojiri lui dit alors de les laisser, et après son départ, il annonce à Tomo qu'ils vont bientôt retrouver leurs camarades de classe. Tomo s'inquiète de la façon dont ils vont tout expliquer à leurs camarades, et Yojiri lui demande si elle est prête à leur pardonner, tout simplement. Peu après, ils prennent place à une cérémonie de bienvenue avec le reste de leur classe, où le roi de l'argent leur adresse la parole. Lorsqu'un élève tente de le défier, le roi lui tranche les doigts pour bien faire comprendre qu'il ne plaisante pas. Pendant ce temps, Shion trouve Aoi cachée dans un autre plan, et lorsqu'elle essaie de s'approcher d'elle, elle remarque qu'Aoi tremble de peur rien qu'à l'idée de rencontrer Yojiri. De son côté, Lutte demande à Diamond de lui donner des infos sur Yojiri, mais le gros sait qu'il est déjà mort s'il lui dit quoi que ce soit. Lutte comprend que Yojiri a le pouvoir de mettre fin à la vie de n'importe qui simplement en le souhaitant, mais il connaît quelqu'un qui pourrait être capable de contrer ce pouvoir. Il sort une clé de son manteau, révélant qu'elle possède une clé pour un sceau qui retient la petite sœur d'Alba. Elle était bien trop flippante à son goût, alors il l'a scellée il y a longtemps, mais maintenant elle pourrait s'avérer utile pour éliminer Yojiri. Diamond se rend compte qu'il est aussi inutile qu'Armin lors de la chute de Shiganshina, mais Lutte a encore besoin de lui pour trouver Yojiri, alors il le traîne avec lui. De retour dans la capitale royale, le roi de Mana annonce aux candidats sages qu'ils doivent traverser le monde souterrain et vaincre le dieu des ténèbres. Il leur dit qu'ils disposeront d'une base pour se préparer avant de partir. Ensuite, les camarades de classe se tournent vers Tomo, se demandant comment elle a pu survivre aussi longtemps sans aucune capacité. Tomo leur demande désespérément de remarquer Yojiri aussi, mais le gars est un personnage secondaire dans son propre anime. Pendant ce temps, le roi divin revient en ville et est accueilli par Olari, l'archevêque de l'église. Il l'emmène dans son bureau et lui demande ce qui est arrivé au dieu des ténèbres, et elle répond qu'il est mort. Olari demande alors si elle s'est occupée de la clé de scellement, mais lorsqu'elle dit qu'elle n'en a aucune idée, il sort une étrange clé qui agit comme sa kryptonite. De retour au palais, le duo retrouve Izaki, qui ne ressent toujours aucun remords d'avoir utilisé ces derniers comme appât. Alors que Tomo est occupé à le réprimander, une méchante aux cheveux roses nommée Sora les rejoint et déclare calmement qu'elle ne peut pas leur faire confiance, car, ayant été laissé pour mort, il pourrait être revenu pour se venger. C'est à ce moment-là qu'il réalise que Wally Izaki n'est le chef qu'en apparence. C'est Sora qui tire les ficelles dans l'ombre.
Plus tard, Yojiri rencontre deux idiots, Yukio et Yukio, qui essaient d'être amicaux avec lui. Peu après, un garçon dépressif et émo, Fuke, entre dans la pièce et demande à Yojiri s'ils peuvent parler. Il révèle que sa classe est celle de dieu de la mort, ce qui lui permet de tuer n'importe qui instantanément afin que Yojiri n'ait pas à porter ce fardeau tout seul. Il révèle aussi qu'il avait été engagé pour le surveiller dans leur monde précédent, mais qu'il n'avait pas le droit de le voir. Fuke sort alors son propre globe oculaire et le pose sur la table, révélant qu'il pouvait détecter le surnaturel, mais qu'il a perdu ce pouvoir en arrivant dans ce monde. Il laisse l'œil sur la table avant de quitter la pièce, et les deux Yukio sont complètement paniqués. Pendant ce temps, Tomo traîne avec les filles qui la mettent au courant des pouvoirs de chacun. Wishu peut arrêter le temps. Monokata a une vision à rayon X et Yama a des tentacules, mais tous leurs pouvoirs ont été scellés par Sora. À ce moment-là, Ryoko arrive et lui demande de l'emmener voir Yojiri. Peu après, elle et Carole mangent Yojiri dehors et Ryoko se met à genoux. S'excusant pour tout ce qu'elle aurait pu lui faire, elle explique qu'elle veut être dans ses bonnes grâces au cas où il déciderait de conquérir le monde, mais Yojiri la trouve agaçante. Carole révèle alors qu'elle vient de l'agence, tandis que Ryoko vient de l'institut et que Fuke, qu'il a rencontré plus tôt, appartient à la secte. Toutes les trois ont pour mission de le surveiller, ce qui surprend un peu Yojiri. Carole demande alors à Tomo si Yojiri lui a déjà pris sa V-card, ce qui la fait paniquer. Quand Yojiri demande pourquoi Sora donne les ordres, il lui explique qu'elle possède une compétence appelée serment qui désactive les capacités des autres. Elle a désactivé les capacités d'Izaki en tant que chef, puis a utilisé ses charmes pour que tout le monde la suive. Si quelqu'un rompt le serment avec elle, il meurt sur le champ, c'est pour ça qu'elle est dangereuse. Yojiri révèle alors qu'il veut voir Shion pour qu'il puisse rentrer chez eux. Mais comme il pourrait avoir besoin de l'aide des autres, il suggère de former une alliance temporaire. Un peu plus tard, alors que les filles se rassemblent pour leur mission, Rick arrive pour être leur guide. Pendant ce temps, l'équipe des garçons se trouve dans un tunnel étrange et David les rejoint car son sang royal lui permet de sceller des choses. Alors que les deux groupes rencontrent leur premier ennemi, Tomo et Yojiri prennent tous deux le premier contact et prouvent leur valeur à leurs équipes respectives. Pendant ce temps, Demon erre dans la capitale avec Lutte, qui est maintenant déguisée en femme. Ignorant ses plaintes, Lutte lui dit que la sœur de son maître est scellée sous la capitale. Mais il ne sait pas où se trouve l'entrée des enfers. Elle veut recueillir plus d'informations et Demon suggère qu'ils aillent dans une taverne. Pendant ce temps, Euphemia erre dans les environs de la ville lorsqu'elle tombe sur la copie plus jeune de l'âne. Elle la reconnaît immédiatement et s'agenouille, se présentant comme une servante. La fille veut aussi se présenter, mais comme elle n'a pas de nom, elle décide de s'appeler ici sur le moment. Plus tard, Diamond et Lutte se rendent à la taverne et apprennent de la serveuse que les candidats sages sont en train de piller les enfers et qu'ils sont déjà au 5e niveau. Non loin de là, ils voient Ushiro et ses amis se plaindre que Yojiri est arrivé à la dernière minute et a éliminé tous les méchants. C'est alors qu'Iraka, qui a récemment été ressuscité dans le bus, arrive et commence à tabasser Ushiro. Elle le frappe à tel point qu'Ushiro en meurt, puis elle déclare qu'elle éliminera un de ses camarades de classe chaque jour en 10 de punition pour l'avoir utilisé comme appât. Alors que tout le monde s'enfuit de la taverne, Shion apparaît et se présente à Lutte et Démon. Elle leur explique que Yojiri a la capacité de détecter l'intention meurtrière, c'est pourquoi il vaut mieux s'en débarrasser au plus vite. Lutte jure de l'éliminer, mais elle pense qu'un simple sbire d'un dieu des ténèbres ne peut pas faire grand-chose. Shion leur donne alors un indice sur la façon d'entrer dans le monde souterrain avant de partir. Pendant ce temps, alors que Shion reçoit des nouvelles sur la performance du sage dans le monde souterrain, un autre candidat, Orudo, entre dans la pièce et demande à Shion de prolonger le délai. Shion accepte sa demande, mais en échange, elle lui demande de se débarrasser de Yojiri. Pendant ce temps, Asaka se détend sur le balcon. Quand quelqu'un commence à lui lancer des pierres, elle repère le coupable sur un toit voisin. Et la reconnaît, c'est Ryona, une candidate sage experte en combat rapproché. Sans le moindre effort, Hidaka lui tranche le bras, mais avant qu'elle ne puisse l'achever, son assistant vocal révèle que la compétence de Ryona a été supprimée par le sceau de la famille royale. Hidaka la laisse alors partir, car elle veut l'affronter quand elles seront toutes les deux à pleine puissance. Pendant ce temps, Lutte traîne Diamond jusqu'à la première couche des enfers, et alors qu'ils discutent de leur prochaine destination, Lutte repère un méchant qui rôde dans le coin, elle dit qu'elle a senti toute la camelote qu'il a sur lui. Et c'est pour ça qu'elle a accouru. Le démon demande à Lutte qui est cette femme, et elle lui répond que c'est la déesse noire Mana pour laquelle ils sont venus ici. Peu après, le chef de la guilde des assassins, Ryosuke, reçoit une lettre l'informant que sa prochaine cible est Yojiri. À l'hôtel, Tomo reproche à Yojiri de se relâcher, mais il lui révèle qu'il s'entraîne à limiter ses pouvoirs pour que ses attaques deviennent non létales. De plus, il est sorti en ville pour goûter quelques plats, mais il a eu l'impression que quelqu'un le visait, alors il veut l'aide de Tomo.
Dans les tunnels, Mana leur explique que son frère l'a scellé, mais qu'elle l'aime énormément malgré tout. Daemon lui demande comment elle arrive à se déplacer malgré le sceau, et Mana révèle qu'elle a réussi à s'en libérer. Lute propose alors à Mana la clé de son sceau, ce qui lui remonte le moral, et elle leur demande de la suivre. Elle les emmène dans un monde fantastique qu'elle a créé, où elle a plein d'enfants d'Alabama avec tout le karma. Pendant ce temps, Azaka fait irruption dans les appartements du roi, affirmant que son pouvoir de scellement lui cause beaucoup de problèmes. Le roi essaie de se défendre, mais elle le transforme facilement en barbecue, mettant ainsi fin à sa vie. Elle se rend ensuite à l'hôpital où Riona est soignée et lui annonce qu'elle a éliminé le roi, donc qu'elles peuvent maintenant trouver Faron Square. Son bras est déjà rattaché, alors elle ne perd pas de temps et saute sur Azaka. Elle prend d'abord le dessus, mais Azaka renverse rapidement la situation en détruisant à nouveau son bras. Elle utilise ensuite une sorte de magie tentaculaire pour l'étrangler à mort. Le lendemain, toute la chambre du roi est en train d'être réparée. Yojiri et Tomo se promènent en ville, discutant de la façon de gérer les personnes qui le prennent pour cible. Comme Tomo a une vue perçante, Yojiri veut qu'elle fasse le guet, mais elle veut qu'il l'invite à un bon repas en échange. Pendant ce temps, un membre du guilde des assassins s'entraîne à dissimuler son intention meurtrière envers Yojiri afin que, lorsqu'il passera à l'action, Yojiri ne puisse pas le repérer. Malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à cacher ses intentions et s'effondre, mort. Peu après, Tomo emmène Yojiri dans son restaurant préféré, mais il est déjà détruit grâce à Azaka. Alors qu'elle bavarde, Yojiri la tire soudainement vers lui et un civil innocent se fait tirer dessus par un drone. Peu après, Yojiri constate que le drone a été détruit et Tomo révèle que c'est elle qui l'a fait. Une fois que Yojiri remonte le signal jusqu'à Ryosuke, ce dernier essaie de s'enfuir en hélicoptère, mais il l'attrape. Alors que la poussière retombe, Tomo attrape aussi une princesse esprit qui essayait de les attaquer et elle déclare qu'elle a enfin fait quelque chose d'utile après tout ce temps. Dans un geste désespéré, Ryosuke invoque Yama, la reine du feu, mais Yojiri la neutralise avant même qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. À ce moment-là, l'assistante androïde de Ryosuke, Anju, lance un couteau en direction de Yojiri, mais Tomo l'attrape juste avant qu'il ne l'atteigne. Il s'avance alors vers elle d'un air décontracté et prononce le mot « repose-toi », ce qui fait perdre connaissance à Anju. Tomo est perplexe quant à la façon dont il la connaît et il lui promet de tout lui expliquer plus tard. Pendant ce temps, dans le monde imaginaire de Mana, Lute s'excuse auprès de Diamond de l'avoir entraîné dans ce bazar étrange. Pour se faire pardonner, il lui remet la clé du sceau. Il révèle que quiconque la détient sera protégé de Mana au cas où elle perdrait la raison. Diamond dit que sa vie n'a pas autant de valeur, mais Lute lui répond qu'il a déjà accepté qu'il allait bientôt mourir et qu'il a apprécié voyager avec lui. Mana les emmène alors dans ses appartements et leur montre le sceau que son frère a créé, et elle pense qu'il l'a fait pour la protéger. Dehors, Ryosuke fournit à Yojiri des informations précieuses, mais Yojiri lui dit qu'il doit mourir. Son pouvoir lui permet de créer des objets provenant de l'ancien monde, ce qui signifie qu'il peut faire des copies d'Anju, et Yojiri ne peut pas l'accepter. Ensuite, alors qu'Anju se repose, Yojiri révèle qu'elle est une amie robot avec qui il jouait quand il était jeune et que ce robot a été créé avec sa conscience pour le tuer. Il dit que la vraie Anju est probablement tranquille chez elle, en train de manger des chips, mais voir ce robot le rend triste et il veut mettre fin à sa souffrance. Plus tard, alors qu'ils sortent, il voit tout l'endroit en flammes et Azaka est au centre du chaos. Sora rassemble tout le monde et leur annonce qu'Azaka a déjà pris la vie de 8 candidats sages. Ceux qui peuvent se battre doivent s'occuper de leur mission dans l'au-delà. Ainsi, Azaka les trouve seuls et les élimine un par un. On leur a dit de quitter le pays parce que la situation a empiré depuis leur arrivée ici. Alors Sora les pousse à redoubler d'efforts. Le lendemain, au 6e niveau de l'au-delà, David reçoit pour mission de rejoindre Yo, Jiri et Tomo. Mais il lui conseille de quitter la ville avant que tout ne devienne un vrai cirque. Peu après, ils tombent tous sur une horde de singes et d'autres animaux et Izaki mène l'assaut contre eux. Pendant ce temps, Lute finit par annoncer à Mana que son frère est décédé, mais Mana entre dans le déni, affirmant que quelqu'un d'aussi fort que lui ne peut pas mourir. Juste après, elle dit qu'elle va donner naissance à son frère. Les démons regrettent chacun des choix qui l'ont mené jusqu'ici. Mana arrache alors les mains de Lute de ses épaules, disant qu'elle en a besoin parce qu'elles ont touché le corps de son frère. Elle dit aussi qu'elle a besoin de son cerveau pour voir à quoi ressemblait son frère avant de mourir, mais Daemon devient anxieux et demande à Mana de l'aider d'abord. Elle accepte de le faire, mais lui demande alors de briser complètement son sceau afin qu'elle puisse utiliser pleinement ses pouvoirs. Pendant ce temps, au cours des jours suivants, les candidats sages aident en ville pour se forger une bonne réputation. Pendant qu'ils dînent, les filles demandent à Tomo si elle et Yojiri ont déjà exploré le pays des merveilles, mais elle rougit et part à sa recherche.
Yojiri, quant à lui, se détend dans la forêt lorsqu'il aperçoit David en transe, sur le point de tomber d'une falaise. Yojiri réagit rapidement et l'arrête, mais peu après, quelque chose surgit de la falaise. De retour au restaurant, Cheyenne arrive soudainement et leur dit qu'ils ont eu la vie trop facile jusqu'à présent et qu'aucun sage ne pourra voir le jour si cela continue. Elle leur demande donc de s'affronter jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, ce qui les laisse sous le choc. Peu après, Ryoko voit sur son téléphone que la deuxième porte est ouverte. Pendant ce temps, alors que Tomo cherche Yojiri dans la forêt, la falaise sur laquelle il se trouve s'effondre et il tombe dans le vide. Ailleurs, l'Odisha aperçoit un groupe de mages en train de faire passer en contrebande des demi-démons et attaque leur chariot. Après les avoir battus, elle libère son peuple puis aperçoit sa sœur Euphemia non loin de là. Au restaurant, Shion ajoute que ceux qui n'auront exécuté personne dans l'heure seront eux-mêmes exécutés. La même chose arrivera à quiconque essaie de s'échapper ou de quitter le château. Alors que les autres trouvent cela absurde, Fuke s'avance et dit à Shion qu'elle devrait être celle qui meurt, alors elle accepte de les laisser tous partir s'ils parviennent à la tuer. Fuke utilise alors sa compétence de mort instantanée pour la tuer, mais elle revient immédiatement à la vie et donne une explication illogique sur la façon dont elle a réussi. Fuke n'écoute pas et continue d'utiliser son pouvoir sur elle jusqu'à ce qu'elle s'énerve et lui arrache la tête d'une pichenette, tandis que tout le monde s'enfuit. Deux filles nommées Romiko et Juna trouvent Tomo dans la forêt pour l'informer à propos du Battle Royale. Pendant ce temps, Yojiri est toujours en chute libre avec David et se souvient du moment où Asaka lui a dit que les êtres ayant dépassé les humains ne peuvent pas vivre selon les standards humains et qu'ils doivent donc créer leur propre base morale. Elle lui a conseillé de bien réfléchir avant d'agir, lui rappelant que ce n'est pas parce qu'on peut le mettre dans le grille-pain que le petit déjeuner vient avec une saucisse en plus. Suivant son conseil, il décide d'utiliser son pouvoir de mort instantanée sur son élan, ce qui lui permet de ralentir alors qu'il atterrit au 7e étage, qui se trouve être le pays imaginaire de Mana. À l'intérieur de son château, le démon final brise le sceau et elle leur dit à tous les deux de partir avant de les balayer d'un coup. Le démon attrape rapidement Lutte et le traîne dehors, mais le sol sous leurs pieds devient collant. Lutte lui dit qu'il sera aspiré s'il ne part pas seul, mais comme il refuse, il le jette hors du château d'un coup de pied. Pendant ce temps, les demi-sœurs démoniaques et Rizvi se retrouvent enfin, et Euphemia explique qu'elle est devenue de sang originel grâce à l'âne. Rizli ajoute qu'elle peut aussi ressentir la présence de son peuple. Alors ils se sont alliés pour chercher d'autres demi-démons. Elle révèle aussi qu'ils se dirigent vers la capitale pour rencontrer Yojiri, et Théodosia révèle qu'elle l'a déjà rencontré auparavant. Au 7e étage, Yojiri voit Diamond courir vers lui, et ils sont tous les deux surpris de se voir. Au moment où Diamond se cache derrière lui, Yojiri aperçoit un cime bleu qui les suit et lui ordonne de mourir. Le démon explique alors qu'ils peuvent sortir d'ici en utilisant un raccourci, mais que les cimes en sont les gardiens. Yojiri accepte de l'accompagner et de vaincre les cimes. Mais en échange, il veut que le gros porte David sur son dos. Au 6e étage, la tension monte alors que tous les élèves commencent à se battre entre eux, tandis que Tomo se cache en haut d'un arbre pour éviter complètement le combat. C'est alors que Momo lui apprend que Yojiri est coincé au 7e étage et ne sait pas comment revenir. Quant à Tomo, puisqu'elle n'était pas dans la pièce quand la mission suivante a commencé, elle n'en fait même pas partie et peut continuer sans avoir à ôter de vie. Peu après, Yojiri et Démon atteignent un ascenseur qui les emmène au 6e étage. Là, un autre candidat, capable de lire et manipuler le futur, les sent arriver et tente de les éliminer. Mais quoi qu'il fasse, le livre du futur lui annonce qu'il va mourir. Dès que Yojiri sort de l'ascenseur, il élimine le candidat et lorsque le démon questionne sa morale, Yojiri explique que ce type a essayé de les tuer en premier. Ensuite, le démon apprend qu'il fait aussi partie du jeu et qu'il mourra s'il tente de s'enfuir. C'est alors que Mia, une candidate extrêmement puissante dotée des pouvoirs du dieu chat, fait son apparition. Elle reçoit la notification concernant Démon et décide de l'éliminer. Elle croise un étranger et tente immédiatement d'attaquer Yojiri, mais il se défend grâce aux arts martiaux. Mia remarque qu'un des chats qui lui conférait ses pouvoirs est mort, alors qu'elle demande à l'autre de prendre le relais, Yojiri élimine aussi le second. Privée de ses deux sources de pouvoir, Mia devient inutile et s'enfuit dans la forêt.